Le téléphone vibre sur la table en bois. Un son rauque qui déchire le silence de mort de mon appartement. Ça fait 3 heures que j'attends. 3 heures à fixer cet écran noir, à imaginer les scènes qui se déroulent dans 20 maisons différentes à travers Montréal. Le papier déchiré, les visages qui blêmissent, la panique qui s'installe dans leurs regards quand ils comprennent que le fantôme qu'ils ont enterré depuis si longtemps vient de frapper à leur porte. L'écran s'allume. Le nom qui s'affiche me donne un haut le cœur, un mélange de dégoût et de triomphe. Maman. Mon pouce tremble juste un peu en glissant sur l'icône verte pour répondre. Ma gorge est sèche. Et je sais que le premier mot qu'elle prononcera ne sera pas une question, mais une condamnation. C'est le son de leur monde qui s'effondre, et c'est moi qui ai allumé la mèche. Avant que je te raconte ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là, quand ma vie a failli basculer. Commente de quelle ville tu écoutes cette histoire, et abonne-toi à la chaîne. Ça aide vraiment beaucoup. Maintenant, laisse-moi retourner au début. Tout a commencé dans le silence. Pas un silence paisible, non. Un silence froid, aseptisé, comme celui de mon appartement du quartier Villeray. Des murs blancs, des meubles minimalistes, chaque livre parfaitement aligné sur les tablettes. J'ai toujours aimé l'ordre. C'est mon métier après tout. Je suis archiviste. Je passe mes journées à classer les histoires des autres, à préserver leur mémoire dans des boîtes à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ma propre histoire, par contre, j'avais l'impression que ma famille passait sa vie à essayer de la mettre de côté, de l'effacer comme une note de bas de page jugée sans importance. Ce jeudi-là, le silence était particulièrement lourd. C'était la semaine de l'Action de grâce, et l'air de la ville était rempli de cette fébrilité d'avant les longs congés, l'odeur des feuilles mortes et des tartes à la citrouille. Mais chez moi, ça sentait juste le vide. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Hélène. Sa voix, au bout du fil, était comme du velours, douce et étouffante. C'est la voix qu'elle utilise quand elle s'apprête à planter un couteau avec le plus grand des sourires. On fait ça simple cette année, ma chérie. Juste la famille proche. Tu comprends? J'ai compris. Oh oui, j'ai compris parfaitement. La famille proche. Une expression qui, dans sa bouche, était une arme. Elle voulait dire le cercle parfait, ceux qui ne posaient pas de questions, ceux qui jouaient le jeu. Et moi, j'étais la pièce du puzzle qui ne fitait jamais tout à fait. J'ai murmuré que c'était correct, que je comprenais, que j'avais beaucoup de travail de toute façon. Un mensonge. Je n'avais rien d'autre à faire que de regarder les heures passer. J'ai raccroché et le silence est revenu, encore plus pesant qu'avant. Pendant des années, j'ai avalé ces petites couleuvres. Les invitations de dernière minute. Les secrets de famille dont on me tenait à l'écart. Les regards échangés par-dessus ma tête quand je posais une question qui dérangeait. J'étais la gardienne de leur histoire, mais je n'avais pas le droit de la lire au complet. Je n'étais qu'une note en marge. L'indésirable. La soirée est tombée lentement. J'ai essayé de me distraire. J'ai ouvert un livre, mais les mots dansaient devant mes yeux. Par habitude, un geste nerveux que je déteste, j'ai pris mon cellulaire et j'ai ouvert les réseaux sociaux. Je faisais juste défiler sans but, un flot d'images de bonheur préfabriquées. Et puis, je l'ai vue, la photo. Ma cousine, l'influenceuse de la famille, l'avait publiée il y a à peine 1 heure. Une photo large, lumineuse, prise dans la salle à manger de mes parents à Outremont. Ils étaient tous là, tous. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, leurs conjoints, leurs enfants. 20 personnes. 20 personnes qui levèrent leurs verres, un sourire immense sur le visage. La table était parfaite, la nappe blanche, l'argenterie qui brille. Et au centre de la photo, pile à la place où j'aurais dû être assise, entre mon frère et ma tante, il y avait un énorme arrangement de fleurs. Des lys blancs et des roses pâles. Ils n'avaient pas juste laissé ma chaise vide. Ils m'avaient remplacée par un bouquet. Mon souffle s'est coupé. Le téléphone est devenu lourd dans ma main, froid comme un bloc de glace. J'ai zoomé. Chaque visage était un coup de poignard. Mon père, Richard, qui regardait un peu à côté de l'objectif, l'air mal à l'aise, comme toujours. Il n'a jamais eu le courage de s'opposer à ma mère. Mon frère, Antoine, le verre levé bien haut, un sourire de performance pour la caméra, le fils parfait qui a toujours su quoi dire, quoi faire, pour rester dans les bonnes grâces. Et ma mère, Hélène, au bout de la table, rayonnante, le portrait même de la matriarche bienveillante qui rassemble sa famille. La trahison était là, en haute résolution, publique, et tellement, tellement intentionnelle. C'était un message. Ce n'était pas un oubli. C'était une déclaration. Tu n'existes pas. Tu ne fais pas partie de ça.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien lancé contre le mur. Je suis restée assise sur mon divan, dans le noir, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Une sorte de calme étrange, glacial, s'est emparé de moi. C'était comme si toutes les petites blessures, toutes les humiliations, toutes les fois où on m'avait fait sentir que j'étais de trop, s'étaient soudainement solidifiées à l'intérieur de moi. La douleur diffuse qui m'accompagnait depuis l'enfance s'est cristallisée en quelque chose de dur, de pointu, de clair. Un objectif. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une sorte de lucidité froide. Ils avaient commis une erreur. Ils pensaient que j'étais fragile. Ils pensaient que j'allais juste encaisser encore une fois. Mais ils avaient oublié qui j'étais. Je suis une archiviste. Je ne me contente pas de classer les histoires. Je les déterre. Je trouve la vérité cachée sous des couches de mensonges et de temps. Je me suis levée, mes mouvements lents et délibérés. J'ai traversé mon appartement et je suis entrée dans mon bureau. Contre le mur du fond, il y a un lourd coffre-fort ignifugé. Mes amis pensent que j'y garde des documents importants pour mon travail. Ils n'ont pas tort. Mais ce ne sont pas n'importe quels documents. J'ai composé la combinaison, les chiffres cliquèrent doucement dans le silence. La lourde porte s'est ouverte avec un léger sifflement. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux, ni argent. Il y avait des chemises de carton bien rangées, une collection de vieilles lettres au papier jauni et fragile, une photographie déchirée en deux, et un document légal, cassant, datant de plus de 60 ans. Les outils de mon métier. Et maintenant, les instruments de ma vengeance. J'ai sorti une chemise et je l'ai posée sur mon bureau, sous la lumière crue de ma lampe. J'ai sorti la photographie déchirée. Avec la précision d'une chirurgienne, j'ai aligné les deux morceaux. L'image est apparue, celle d'un passé qu'on avait voulu rayer de l'histoire. Deux jeunes hommes, dans la vingtaine, bras dessus, bras dessous, souriant à pleines dents. L'un d'eux, je le connaissais bien. C'était mon grand-père au début de sa carrière, avant la fortune, avant le nom de famille respecté. L'autre était le fantôme. L'homme dont le nom n'était jamais prononcé. Le partenaire d'affaires dont on disait qu'il était parti du jour au lendemain. Le visage que ma famille avait passé une vie entière à prétendre qu'il n'avait jamais existé. J'ai regardé ses yeux pleins d'espoir sur la photo délavée, et j'ai senti une connexion étrange avec lui, un autre indésirable. J'ai pris la photo dans mes mains, et j'ai chuchoté dans le silence de la pièce, pour lui et pour moi. Ils ont finalement oublié la mauvaise personne. Avant que tout ça n'explose, ma vie était une ligne droite. Une routine tranquille, presque invisible, que je m'étais construite comme une forteresse. Le matin, le même café filtre qui sent la noisette, bu en regardant par la fenêtre de mon 3,5 à Villeray, en observant les mêmes gens promener les mêmes chiens. Puis le métro, ligne orange. Toujours la même voiture. Le nez dans un livre pour ne croiser le regard de personne. Mon travail, c'était mon sanctuaire. Les archives provinciales. Un immense bâtiment de béton où le temps s'arrête. J'y passais mes journées entourées de l'odeur de la poussière et du papier jauni, le silence seulement brisé par le froissement d'une page tournée avec précaution. Je donnais un ordre au passé des autres. Je protégeais leurs souvenirs. C'était une vie sans vagues, sans éclat. J'aimais ça. Je croyais que j'aimais ça. C'était surtout une vie à l'abri, où personne ne pouvait me décevoir. Les gens importants dans ma vie se comptaient sur les doigts d'une main, et même là, il y avait de l'espace. Il y avait mon frère, Antoine, qu'on appelait une fois par mois pour se dire des banalités. Il était toujours occupé, toujours en route vers un succès quelconque, et nos conversations ressemblaient en plus à un échange de communiqués de presse qu'à une discussion entre un frère et une sœur. Il y avait mon père, Richard, un homme bon mais effacé, qui avait depuis longtemps abdiqué devant le caractère de ma mère. Nos appels étaient courts, remplis de longs silences qu'il ne savait pas comment combler. Et puis, il y avait Hélène, ma mère. Elle était le soleil autour duquel notre petite galaxie familiale tournait, ou du moins c'est l'image qu'elle projetait. Nos conversations, elles, étaient fréquentes. Elle m'appelait pour me donner des conseils que je n'avais pas demandés, pour me parler des accomplissements de mes cousins, pour s'assurer que je n'oubliais pas ma place, toujours un peu en périphérie. Avec le recul, les signes étaient partout, comme des fissures fines dans une façade en porcelaine. Des petites phrases, lancées l'air de rien, qui me glacèrent le sang. Une fois, adolescente, en fouillant dans une vieille boîte de photos, j'étais tombée sur celle de mon grand-père avec cet autre homme. J'avais demandé à ma mère qui c'était. Son sourire s'était figé, ses yeux étaient devenus durs comme du verre.
Ce n'était personne d'important, ma belle. Juste une triste histoire. On ne parle pas des histoires tristes dans cette maison. Elle avait refermé la boîte avec un geste sec, et l'odeur de la naphtaline et du secret était restée dans l'air. Une autre fois, à un souper de Noël, j'avais posé une question sur les débuts de l'entreprise familiale. Mon oncle avait eu un rire nerveux, avait regardé ma mère, et le sujet de conversation avait changé si vite que j'ai eu l'impression d'avoir rêvé ma propre question. Ces moments s'accumulaient en moi, sans que je sache quoi en faire. C'était comme collectionner des pièces de puzzle sans avoir l'image sur la boîte. Je sentais qu'il y avait une histoire qu'on ne me racontait pas, une version des faits qui avait été soigneusement rangée, comme un document compromettant dans les archives les plus profondes. Cette sensation me donnait un malaise constant, une impression d'être une étrangère dans ma propre famille, une invitée qui ne connaît pas les règles de la maison. Je marchais sur la pointe des pieds, j'évitais les sujets qui fâchent, j'acceptais les explications vagues. Je me disais que c'était ça, une famille. Un ensemble de silence et de compromis. Mais au fond de moi, une petite voix, celle de l'archiviste, me disait que sous le plancher de notre belle histoire de famille, il y avait quelque chose de pourri, quelque chose qui attendait patiemment dans le noir. Le premier craquement n'a pas été la photo de l'action de grâce. Ça, c'était le coup de grâce. La première fissure, la vraie, est apparue quelques mois plus tôt, sous un soleil de plomb en plein mois de juillet. C'était l'anniversaire de mon père. Ma mère avait organisé une de ces réceptions parfaites dans le jardin de leur maison d'Outremont. L'air sentait le gazon fraîchement coupé, le chlore de la piscine et le barbecue qui cuisait un peu trop. Tout le monde était là, bien sûr, riant un peu trop fort, buvant du vin blanc un peu trop vite. J'essayais de jouer le jeu. J'avais apporté un cadeau, j'avais fait la bise à des tantes qui sentèrent la laque. Et je m'étais installée sur une chaise en espérant me fondre dans le décor. Mon oncle Robert, un homme qui s'intéressait sincèrement aux gens, est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a demandé comment ça allait au travail, aux archives. J'ai commencé à lui parler, avec un peu de passion, d'un projet sur lequel je travaillais. La restauration de vieux registres paroissiaux du 19e siècle. Je lui parlais de l'encre qui s'effaçait, des histoires qu'on pouvait deviner entre les lignes, de la fragilité de la mémoire. Il m'écoutait, les yeux plissés par le soleil, vraiment intéressé. Et c'est là que ma mère est arrivée, un plateau de petites bouchées à la main, son sourire aussi éclatant que le soleil. « Oh, Robert, ne l'ennuie pas avec ses vieilles histoires de poussière », a-t-elle dit avec une légèreté qui sonnait faux. Ma pauvre Amélie, elle passe ses journées enfermée avec les fantômes. On essaie de la faire sortir un peu, de lui faire voir la lumière. Sa voix était douce, presque une caresse, mais chaque mot était une petite claque. Devant tout le monde. Devant mon oncle, ma cousine qui venait de s'approcher, mon père qui regardait ses souliers, elle a continué en posant une main sur mon épaule. « Il faut vivre dans le présent, ma chérie. Regarde tes cousines, elles voyagent, elles construisent des choses. Toi, tu passes ton temps à regarder en arrière. C'est un peu triste, non? » Le silence qui a suivi n'a duré que 2 secondes, mais il m'a semblé une éternité. J'ai senti le rouge me monter aux joues, une chaleur bien plus intense que celle du soleil. Mon oncle a eu un petit rire gêné. Mon père n'a pas levé les yeux. Personne n'a dit un mot pour me défendre. J'étais seule, au milieu de ma propre famille, et on venait de me dire, avec le plus grand des sourires, que ma vie, ma passion, était pathétique. J'ai marmonné quelque chose d'incompréhensible et je me suis levée pour aller me chercher un verre d'eau, juste pour bouger, pour fuir leurs regards qui mélangèrent la pitié et le malaise. C'était ça, le talent de ma mère. Elle ne criait jamais. Elle ne faisait jamais de scène. Elle vous humiliait avec une tendresse de bourreau, vous faisant douter de votre propre valeur tout en ayant l'air de vous vouloir du bien. En rentrant chez moi ce soir-là, le son des cigales et des rires forcés encore dans mes oreilles, j'ai compris quelque chose d'important. Ma mère ne me voyait pas comme sa fille. Elle me voyait comme une erreur dans sa narration parfaite de la famille. Une note de bas de page qu'elle essayait constamment de raturer, de minimiser, d'effacer. Ce n'était pas de la maladresse. C'était une stratégie. Une façon de s'assurer que je reste à ma place, petite et silencieuse, dans l'ombre. Ce soir-là, en m'asseyant dans le silence de mon appartement, je n'ai pas pleuré. J'ai senti une colère froide s'installer en moi. Une colère patiente. L'archiviste en moi a pris une note mentale. Elle a classé l'incident. Elle savait qu'un jour, toutes ces petites notes, toutes ces preuves d'effacement, serviraient à quelque chose.
La tempête ne se préparait pas encore. Mais pour la première fois, j'avais commencé à regarder les nuages s'accumuler à l'horizon. Le calme glacial qui m'avait habité après la photo s'est transformé en une obsession froide et méthodique. Pendant des semaines, je n'ai vécu que pour ça. Le jour, j'étais Amélie, l'archiviste silencieuse. Je classais, je cataloguais, je buvais mon café tiède à mon bureau. Mais la nuit, mon appartement devenait un laboratoire. J'ai passé des heures à restaurer numériquement la note de suicide, à enlever les taches de vieillesse pour que chaque mot, chaque trait de désespoir de cet homme soit d'une clarté brutale. J'ai fait des recherches sur la loi des brevets des années 50, j'ai recoupé des dates dans de vieux journaux d'affaires, construisant mon dossier avec la patience d'une araignée qui tisse sa toile. Je ne dormais presque plus. Je me nourrissais de cette colère juste, de ce sentiment d'être l'instrument d'une justice qui avait attendu trop longtemps. Chaque document que je préparais était une brique que je lançais sur la façade de leur belle maison de verre. Et puis, un mardi soir de novembre, alors que le vent glacial cognait contre mes fenêtres, j'ai tout finalisé. 20 enveloppes brunes, épaisses, alignées parfaitement sur ma table de cuisine. 20 copies de la même vérité dévastatrice. J'ai regardé mon travail, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une hésitation. Une vague de nausée. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'allais faire exploser ma propre famille. J'allais détruire mon père qui, malgré sa faiblesse, ne m'avait jamais fait de mal intentionnellement. J'allais marquer au fer rouge des cousins qui n'étaient peut-être que des pions dans le jeu de ma mère. Une partie de moi, la vieille Amélie, celle qui voulait juste qu'on l'aime un peu, a hurlé en silence. J'ai posé ma main sur les enveloppes. Elles étaient froides, lourdes. C'était trop. C'était peut-être trop. J'ai décidé d'attendre. Juste une nuit, pour être sûre. Le lendemain matin, je suis partie travailler avec ce poids dans la poitrine. J'ai laissé les enveloppes sur la table, comme une décision en suspens. La journée aux archives a été longue, interminable. Chaque document que je touchais me semblait fragile, comme ma propre résolution. Vers 4 heures, mon cellulaire a vibré. C'était le concierge de mon immeuble. Sa voix était paniquée. « Mademoiselle, il y a eu un dégât d'eau dans votre appartement. » La porte d'entrée était bizarre. « Vous devriez venir tout de suite. Le monde s'est arrêté. » Dégât d'eau? Porte bizarre? J'ai lâché le registre que je tenais. J'ai couru hors du bâtiment sans même prendre mon manteau, le froid mordant de l'après-midi me coupant le souffle. Dans le métro, mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Chaque station était une torture. Je n'arrêtais pas de me répéter que ce n'était rien, juste un tuyau qui a pété. Une coïncidence. Mais au fond de moi, une terreur glaciale me disait que ce n'était pas une coïncidence. Quand je suis arrivée devant ma porte, j'ai compris. La serrure était forcée. Le bois autour était éclaté. Ce n'était pas un dégât d'eau. J'ai poussé la porte, et l'odeur m'a frappée en premier. Pas l'odeur de l'humidité, mais une odeur chimique, âcre. L'odeur de l'eau de Javel. Mon appartement, mon sanctuaire d'ordre et de silence, avait été saccagé. Mais pas n'importe comment. Ce n'était pas le chaos d'un cambriolage. C'était une destruction ciblée, chirurgicale. Mes livres étaient jetés par terre, mais pas volés. Mes vêtements étaient ressortis des tiroirs. Mais le vrai carnage était dans mon bureau. Toutes mes archives personnelles, des années de recherche sur l'histoire de notre quartier, des photos de famille que j'avais mis des mois à collectionner et à identifier, tout ce qui constituait ma vie en dehors de la leur. Tout était dans une bouillie infâme au milieu de la pièce. Des documents trempés, décolorés par l'eau de Javel, irrécupérables. C'était comme si on avait versé de l'acide sur mon âme. Je suis restée là, au milieu des ruines de ma propre histoire, incapable de bouger, de respirer. Mon coffre-fort était intact. Ils ne savaient pas pour le coffre-fort. Ils avaient détruit ce qu'ils pensaient être le plus important pour moi. C'était un message, un avertissement. Et puis, je l'ai vu, posé délicatement sur le dessus du tas de papier détruit comme une signature. Un unique lys blanc, parfait, immaculé, ses pétales ouverts contrastant avec la saleté et la destruction tout autour. Le même lys que dans l'arrangement floral qui avait pris ma place à la table de l'Action de grâce. C'était elle, Hélène. Elle avait senti quelque chose. Elle avait deviné que je fouillais, et elle avait envoyé quelqu'un pour me rappeler qui avait le pouvoir, pour me montrer qu'elle pouvait entrer dans ma vie, dans mon refuge, et tout anéantir sans même se salir les mains.
La petite Amélie qui hésitait le matin même est morte à cet instant précis. Toute trace de doute, de pitié, de peur s'est évaporée, remplacée par une certitude aussi dure et froide que l'acier. Je n'ai pas appelé la police. À quoi bon? Il n'y avait aucune preuve. Juste une fleur. Je me suis agenouillée. J'ai ramassé un morceau de photo détrempé, le visage souriant de ma grand-mère que je ne pourrais jamais réparer. Et je n'ai rien senti. Le choc était si grand qu'il avait tout gelé à l'intérieur de moi. C'était ça, son vrai pouvoir. Pas l'argent, pas le statut. C'était cette capacité à détruire sans laisser de traces, à vous anéantir émotionnellement tout en gardant les mains propres. C'était une injustice si profonde, si personnelle, qu'elle ne pouvait pas être réparée. Elle ne pouvait qu'être vengée. C'est à ce moment-là, au milieu de mon appartement violé, que mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. Mes mains ne tremblaient même plus. Sur l'écran, le nom s'est affiché, lumineux et cruel. Maman. J'ai fixé son nom pendant une longue seconde, le son de la vibration remplissant le silence de mort de la pièce. Elle n'appelait pas pour avouer. Elle appelait pour jouer son rôle, pour me demander, avec sa voix douce et inquiète, si tout allait bien. J'ai répondu. Sa voix était comme du miel empoisonné, douce et pleine d'une fausse inquiétude qui me donnait la nausée. « Amélie, ma chérie? J'ai entendu par le concierge qu'il y avait eu un dégât d'eau dans ton immeuble. Tout va bien? Tu n'es pas blessée? » Je suis restée debout au milieu de mon salon dévasté, l'odeur de javel me piquant les yeux, et j'ai joué le jeu. Ma voix était un murmure plat, sans émotion. « Oui, maman, tout va bien. » Juste un tuyau qui a lâché. Beaucoup de dégâts, mais ce n'est que du matériel. Chaque mot était un mensonge qui me coûtait une parcelle de mon âme. Je ne pouvais rien dire. Je n'avais aucune preuve, juste une fleur blanche et la certitude froide dans mes os que c'était elle. Elle a continué, sa voix dégoulinant de pitié. « Oh, ma pauvre chérie, toute seule pour gérer ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu sais que ta famille est là pour toi. » Le mot « famille » sonnait comme une insulte. J'ai raccroché, et le silence qui a suivi était plus lourd que tous les cris que j'aurais voulu pousser. Elle venait de me poignarder, et maintenant elle m'offrait un pansement. Les jours suivants ont été un brouillard. La destruction de mes archives personnelles, de mes recherches, de mes photos, c'était bien plus que du papier. C'était la preuve de mon existence en dehors d'eux. C'était mon histoire, celle que j'avais patiemment construite pour moi-même, et elle l'avait effacée d'un coup, la transformant en une bouillie toxique. Je me sentais vide, comme si on m'avait arraché quelque chose à l'intérieur. Dans un moment de faiblesse totale, j'ai appelé mon frère, Antoine. J'espérais, je ne sais pas, un mot de réconfort, une fissure dans le mur de leur unité parfaite. Sa réponse a été pire que le silence. Maman m'a dit que t'avais eu des problèmes de plomberie. Plate, ça. T'as appelé tes assurances, au moins? Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas offert son aide. Il a juste répété la version officielle, celle dictée par notre mère. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas juste l'indésirable. J'étais l'ennemi. Et contre eux, j'étais seule. Absolument seule. Puis le coup de grâce est arrivé. L'expert en assurance est venu. Un homme fatigué avec un regard qui disait qu'il en avait trop vu. Il a secoué la tête en regardant les dégâts. « La fuite venait de votre appartement, mademoiselle. Vous êtes responsable des dommages dans l'appartement du dessous. Votre franchise est élevée, et pour vos documents. » La valeur sentimentale, ça n'existe pas pour les assurances. Les chiffres qu'il a alignés sur son calepin flottèrent devant mes yeux. C'était une somme que je mettrais des années à rembourser. Hélène n'avait pas juste violé mon espace et détruit mon passé. Elle m'avait ruinée. Elle m'avait mise à genoux financièrement, s'assurant que je serais trop occupée à survivre pour penser à autre chose. C'était un coup de maître, une destruction totale, silencieuse et sans trace. J'étais prise au piège, écrasée sous le poids de leur pouvoir invisible. C'est là que j'ai sombré. Je ne sortais plus. Je ne mangeais presque plus. Je passais mes journées assise par terre, au milieu des débris de ma vie, l'odeur de javel imprégnée dans les murs, dans mes vêtements, dans ma peau. Je me sentais comme un fantôme dans mon propre appartement. J'avais essayé de me battre, de déterrer une vérité, et tout ce que j'avais récolté, c'était la destruction. Elle avait gagné. Ma mère, avec son sourire de porcelaine et ses mains impeccables, m'avait anéanti sans même avoir à élever la voix. La colère froide qui m'avait animée s'était éteinte, remplacée par un désespoir immense, un vide noir et sans fond.
J'étais un échec. Une note de bas de page qu'on avait réussi à effacer. Je n'avais plus rien. Plus de passé, plus d'argent, plus de famille. Je n'étais plus rien. Un soir, alors que je ramassais machinalement des morceaux de papier détrempés, mes doigts ont touché quelque chose de différent. C'était une des enveloppes brunes, tombée de la table pendant le saccage et glissée sous un tas de livres. Elle était un peu humide sur les bords, mais le contenu semblait intact. Je l'ai sortie des décombres et je l'ai tenue dans mes mains. Elle était lourde, solide. C'était la seule chose dans cette pièce qui avait survécu. La seule chose qui était encore entière. La vérité. En regardant cette enveloppe, quelque chose a changé en moi. Le désespoir n'a pas disparu, il s'est transformé. Il s'est durci, s'est cristallisé en une rage pure, plus profonde et plus sombre que tout ce que j'avais jamais ressenti. Ils n'avaient pas seulement détruit mes affaires. Ils avaient essayé de me détruire, de m'effacer comme on efface une erreur sur une page. La douleur était si intense, si insupportable, qu'elle est devenue une certitude. Je savais, à cet instant précis, avec une clarté terrifiante, que quelqu'un allait devoir payer pour ça. Pas juste avec la honte, avec tout ce qu'ils avaient. Je suis restée là, par terre, pendant je ne sais pas combien de temps, l'enveloppe brune posée sur mes genoux. Le froid du plancher s'infiltrait à travers mon pantalon, mais je ne le sentais pas. La seule chose que je sentais, c'était le poids de ce papier dans mes mains, le poids de la vérité qui avait survécu. Le désespoir qui m'avait écrasé a commencé à se retirer, non pas pour laisser place à de l'espoir, mais à quelque chose de beaucoup plus dur. Une rage tranquille et glaciale. Je me suis relevée lentement, mes articulations craquant dans le silence. Je n'étais plus une victime dans une scène de crime. J'étais une archiviste devant un dossier à traiter, le dossier le plus important de ma vie. Le lendemain, je n'ai pas commencé par nettoyer le chaos. J'ai commencé par le documenter. Avec la précision clinique de mon métier, j'ai pris des photos de chaque angle de la destruction, de chaque page ruinée, du lys blanc qui commençait déjà à se faner au milieu des débris. Chaque cliché était une pièce à conviction dans le procès que je menais dans ma tête. La haine que je ressentais pour ma mère s'est transformée. Ce n'était plus une émotion brûlante et chaotique. C'est devenu un objectif, un projet de recherche. Ma mère n'avait pas seulement détruit mon passé, elle avait essayé d'effacer mon existence avec de l'eau de Javel. Alors, j'allais faire l'inverse. J'allais la déterrer. J'allais l'exposer, couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa façade parfaite. Mon enquête a commencé là où la sienne s'était arrêtée, dans le présent. J'ai laissé de côté les vieux documents du coffre-fort pour l'instant. Je me suis assise à mon ordinateur, au milieu des ruines, et j'ai commencé à la chercher. Elle. Pas ma mère, mais Hélène. La femme publique. La philanthrope. La présidente du conseil d'administration de la Fondation Héritage, un organisme de bienfaisance qu'elle avait fondé et qui, ironiquement, visait à préserver l'histoire architecturale de Montréal. J'ai passé des nuits entières à éplucher les rapports annuels, les listes de donateurs, les articles de journaux sur ces galas de charité. Je cherchais une fissure, une incohérence, un fil qui dépassait. Je la traquais avec la même patience que j'utilisais pour retracer une lignée familiale à travers des registres paroissiaux illisibles. La découverte a eu lieu à 3 heures du matin, alors que mes yeux me brûlaient à force de fixer l'écran. C'était enfoui profondément dans les annexes d'un rapport financier d'il y a 5 ans. Une ligne, une seule, dans une liste de dons anonymes. La plupart étaient pour des montants ronds, importants. Mais il y en avait un qui était étrange. Un montant précis, jusqu'au centime. Et à côté, une note de l'auditeur. Donne en action, valeur liquidée. Quelque chose a cliqué dans mon cerveau d'archiviste. J'ai fait une recherche croisée avec les registres boursiers de cette année-là. Il n'y avait qu'une seule entreprise dont les actions correspondaient à cette valeur exacte à cette date précise. Une petite compagnie de technologie médicale. Une compagnie fondée par le petit-fils de l'homme que mon grand-père avait trahi. Ma mère ne faisait pas que cacher le passé. Elle essayait de le racheter en silence, avec de petites gouttes de l'argent qu'ils avaient volé. C'était un aveu. Un aveu silencieux, caché au fin fond de sa comptabilité impeccable. J'ai imprimé le document. La feuille de papier chaude dans mes mains était une bombe. Le plan initial, envoyer des lettres, me semblait maintenant naïf, presque gentil. Révéler un crime vieux de 60 ans, c'était une chose. Mais révéler une hypocrisie actuelle, active, qui se déroulait sous le nez de toute l'élite montréalaise, c'était une autre histoire. Je tenais la preuve qu'elle savait, qu'elle avait toujours su,
et qu'elle utilisait sa fondation, son piédestal de vertu, pour laver sa conscience en secret. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre la ville endormie. Le gala annuel de sa fondation avait lieu dans 2 semaines, le plus grand événement mondain de l'automne. Tous ses amis riches et puissants seraient là, applaudissant son grand cœur et sa générosité. Et c'est là, au milieu de son triomphe, que j'allais lui rendre son histoire. Pas par la poste. En personne. Mon plan a changé. Ce n'était plus assez de juste leur envoyer une lettre. C'était trop propre, trop distant. Après ce qu'elle avait fait à mon appartement, à ma vie, elle ne méritait pas une mort sociale propre. Elle méritait d'être humiliée publiquement, au milieu de son triomphe. Ma nouvelle arme n'était pas le papier, mais la lumière. Un projecteur, assez petit pour tenir dans ma main, assez puissant pour détruire sa réputation sur un écran de 30 pieds de haut. Le gala de sa fondation était la scène parfaite. Mais pour monter sur scène, il fallait d'abord entrer dans le théâtre. Et les billets pour ce spectacle-là coûtaient des milliers de dollars, un prix que je ne pouvais pas payer, et un nom sur la liste des invités qui aurait déclenché toutes les alarmes. C'est là que mes compétences d'archiviste sont redevenues utiles. J'ai passé des jours à faire des recherches, non pas sur le passé, mais sur le présent logistique du gala. Le traiteur, la compagnie d'audiovisuel, la sécurité. J'ai trouvé ce que je cherchais dans les publications Instagram d'une employée du traiteur. Une photo d'elle, fière, avec son nouvel uniforme et son badge d'employé. J'ai zoomé, j'ai nettoyé l'image, j'ai refait le badge sur mon ordinateur avec une précision de faussaire. J'ai trouvé le nom d'une étudiante qui travaillait à temps partiel pour eux, une qui venait de commencer, que personne ne connaîtrait vraiment. Puis, j'ai acheté un uniforme identique en ligne. Pendant 1 semaine, j'ai pratiqué. J'ai appris à porter un plateau, à marcher d'un pas pressé et invisible, à ne jamais croiser le regard des invités. Je me suis transformée en fantôme, le genre de personne que les gens comme ma mère regardent sans jamais la voir. Le soir du gala, l'air de novembre était frette, ça mordait la peau. J'étais dans une ruelle derrière le musée, l'odeur des poubelles et du parfum cher se mélangeant dans l'air. Mon cœur battait la chamade, un bruit sourd dans mes oreilles. L'uniforme noir me serrait un peu aux épaules. Il sentait le neuf et le mensonge. J'ai pris une grande respiration et j'ai marché vers l'entrée de service. Le garde de sécurité, un homme massif avec l'air de s'ennuyer, a à peine jeté un coup d'œil à mon faux badge. Il a marmonné quelque chose et m'a fait signe d'entrer. C'était tout. J'étais dedans. La chaleur, le bruit des conversations et le tintement des verres m'ont frappé comme un mur. À travers une porte entr'ouverte, j'ai vu la salle principale. Un océan de robes de soirée et de smoking. Et au milieu de tout ça, Hélène. Elle riait, une coupe de champagne à la main, sa posture parfaite, chaque cheveu à sa place. La voir là, si puissante, si intouchable, a fait taire la peur en moi. La haine a pris toute la place. Mon plan était simple, en théorie. Pendant son discours, le moment culminant de la soirée où elle parlerait de transparence et d'héritage, j'allais me glisser dans la régie audiovisuelle. Je m'étais renseignée, le technicien était souvent seul à ce moment-là. J'avais une clé USB dans ma poche, avec les documents numérisés, la photo, la note de suicide, le rapport financier avec le don secret. Dans mon sac de service, caché sous des serviettes en tissu, le mini-projecteur. Je n'avais pas besoin de prendre le contrôle de leur système. J'allais juste projeter mes images par-dessus les siennes, directement sur l'écran géant derrière la scène. Un sabotage silencieux, impossible à ignorer. J'ai repéré la régie, une petite porte noire au fond d'un corridor de service. J'ai attendu, mon plateau vide tremblant dans mes mains, en regardant les serveurs aller et venir. J'ai vu le technicien sortir de la régie pour aller chercher un café. C'était mon moment. 30 secondes, c'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai marché vers la porte, le cœur dans la gorge, chaque pas me semblant durer une éternité. J'ai posé la main sur la poignée, froide et métallique. J'allais pousser la porte quand une main s'est posée lourdement sur mon épaule. J'ai figé sur place, mon souffle coupé net. J'ai senti mon sang se changer en glace. C'était la sécurité. C'était fini. Mais la voix qui a parlé près de mon oreille n'était pas celle d'un étranger. C'était une voix que je connaissais par cœur, et c'était 1000 fois pire. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ici, habillée de même? » Je me suis retournée lentement. C'était Antoine, mon frère. Il me regardait, ses yeux passant de mon visage à mon uniforme de serveuse, l'incompréhension totale se lisant sur ses traits. Il faisait partie du comité organisateur junior, bien sûr qu'il était là.
Mais il n'était jamais censé être dans ce couloir, à ce moment précis. Il n'était pas dans le plan. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Je ne pouvais pas lui mentir, pas sur ça. Il me connaît trop bien. Son regard s'est durci, la confusion laissant place à la suspicion. Il a regardé la porte de la régie, puis mon sac. Il n'est pas cave. Il a commencé à comprendre. « Maman va te tuer si elle te voit », a-t-il chuchoté, sa voix basse et urgente, un mélange de panique et de menace. Dans la salle principale, j'ai entendu des applaudissements et la voix de l'animateur qui annonçait que le discours de la présidente de la fondation, ma mère, allait commencer dans 5 minutes. Antoine ne bougeait pas. Il se tenait devant moi, me barrant le chemin vers la porte. Son visage était un masque de loyauté familiale, le visage du fils parfait qui protège le royaume. Il ne me laisserait jamais faire. Mon plan, si soigneusement construit, venait de s'écraser contre le seul obstacle que je n'avais pas prévu. J'étais prise au piège, à quelques secondes de tout faire exploser, avec mon propre frère comme gardien de la porte de l'enfer. Le visage d'Antoine était un livre ouvert, chaque page tournant trop vite. L'incompréhension, la colère, et puis la peur. La peur pour moi, mais surtout, la peur de ce que ça voulait dire pour eux, pour l'image parfaite qu'il avait toujours aidé à maintenir. 5 minutes. C'était tout le temps que j'avais. Il a fait un pas vers moi, sa main tendue comme pour m'attraper, pour me ramener dans le rang. « Laisse tomber, Amélie. Peu importe ce que tu penses faire, laisse tomber. On va juste partir. » Sa voix était un sifflement bas, suppliant et menaçant à la fois. Mais la fille qui aurait pu être convaincue par cette fausse promesse de paix était morte dans les décombres de son appartement. J'ai secoué la tête, pas un grand geste, juste un mouvement lent et définitif. « Non, Antoine, c'est fini, le temps de laisser tomber. C'est le temps de ramasser. » J'ai vu le doute dans ses yeux. Une fraction de seconde où le fils parfait a vacillé, et je me suis engouffrée dans la brèche. Je n'ai pas essayé de le contourner. Je l'ai attaqué avec la seule arme que j'avais, la vérité. Tu crois vraiment que c'était un dégât d'eau chez moi? Tu crois vraiment que je suis juste partie en vacances pour l'Action de grâce? J'ai parlé vite, ma voix basse et pleine d'une rage que je ne contenais plus. Elle a envoyé quelqu'un, Antoine. Elle a détruit mes affaires, ma vie, juste pour s'assurer que je ferme ma gueule. Et toi, t'étais là, à lever ton verre pendant qu'elle m'effaçait. Il a reculé d'un pas, comme si mes mots l'avaient de frapper. Son visage s'est décomposé. Il savait. Au fond de lui, il a toujours su que quelque chose clochait. Mais il avait choisi de ne pas voir. C'était son point faible, cette loyauté aveugle. Alors qu'il était déstabilisé, j'ai agi. Je ne l'ai pas poussé. J'ai simplement ouvert mon sac, sorti la clé USB et je la lui ai mise dans la main. « Tu veux la protéger? Alors regarde ce que tu protèges. Regarde la vérité. » Juste une fois. Il a regardé la petite clé en plastique dans sa paume comme si c'était un serpent. Le technicien revenait dans le corridor, son café à la main. C'était maintenant ou jamais. J'ai contourné Antoine, qui était toujours figé, et j'ai poussé la porte de la régie. Le technicien m'a regardé, surpris. J'ai levé mon plateau vide. On m'envoie vérifier si vous avez besoin de quelque chose avant le discours de madame. Ma voix était calme, professionnelle. Il a secoué la tête, distrait par le bruit de la salle. Non, tout est beau. J'ai fait semblant de regarder les écrans, puis, dans un mouvement fluide, j'ai branché mon projecteur miniature sur une prise sous le bureau et je l'ai allumé, le dirigeant vers la grande baie vitrée qui donnait directement sur la scène. L'image de la note de suicide, agrandie et d'une clarté brutale, a frappé le mur du fond de la régie. Le technicien s'est retourné. Qu'est-ce que... Mais il était trop tard. Sur scène, ma mère souriait. Elle venait de commencer son discours sur l'importance de préserver notre héritage. Et derrière elle, projetée sur l'écran géant, est apparue l'écriture fantomatique d'un homme mort, racontant comment cet héritage avait été volé. Le silence est tombé sur la salle. Un silence total, profond, comme si on avait coupé le son du monde. Puis un murmure, qui a enflé pour devenir une vague de choc et de confusion. Les gens se levaient, pointèrent du doigt. J'ai vu le visage de ma mère à l'écran, son sourire figé se transformer en un masque d'horreur absolue alors qu'elle comprenait ce qui était projeté derrière elle. La violence de ce moment n'était pas dans un cri, mais dans cette humiliation publique et silencieuse. Le technicien a crié, la sécurité a commencé à courir. J'ai arraché mon projecteur et je suis sortie de la régie en courant, bousculant Antoine qui était toujours planté là, le visage blanc comme un linge, la clé USB encore dans sa main. Je n'ai pas regardé en arrière.
J'ai couru dans les corridors de service, le cœur battant à me rompre la poitrine. J'ai jeté mon uniforme dans une poubelle, enfilé le manteau que j'avais caché, et je me suis fondue dans la panique des invités qui commençaient à évacuer la salle. J'étais à 2 doigts de me faire prendre. Un garde de sécurité m'a frôlé. Mais dans le chaos, j'étais redevenue invisible. Une fois dehors, l'air glacial de la nuit m'a brûlé les poumons. J'ai marché vite, sans me retourner, le son lointain des sirènes se rapprochant. J'avais réussi. J'avais frappé. Je n'avais pas juste révélé un secret, j'avais transformé son triomphe en son exécution publique. Mais en marchant dans les rues désertes de Montréal, l'adrénaline a commencé à retomber, laissant place à un vide froid. Ce n'était pas une victoire qui apportait la paix. C'était une déclaration de guerre. J'avais détruit son monde et elle n'allait jamais me le pardonner. J'avais peut-être gagné cette bataille, de la manière la plus spectaculaire et la plus douloureuse possible, mais je savais, avec une certitude qui me glaçait le sang, que Hélène n'était pas le genre de personne à accepter la défaite. Elle allait riposter, et sa vengeance ne serait pas publique. Elle serait personnelle, silencieuse, et elle viserait le seul endroit où il me restait encore quelque chose à perdre. Je ne suis pas retournée chez moi après le gala. Je le savais. Je savais qu'elle ne resterait pas là à pleurer sur les ruines de sa réputation. La bête blessée est la plus dangereuse. Alors je suis allée au seul endroit où elle serait obligée de venir me trouver, le seul endroit où la confrontation finale pouvait avoir lieu. Je suis retournée dans la maison de mon enfance à Outremont. J'avais encore ma vieille clé. La maison était silencieuse, vide. Mon père et Antoine avaient dû se réfugier ailleurs, incapables de faire face à la tempête. L'air sentait la même chose que toujours, un mélange de cire d'abeille et de secret. J'ai attendu dans le grand salon, assis dans le fauteuil de mon père, le seul objet confortable dans cette pièce de musée. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai juste attendu dans le noir, en regardant les phares des voitures balayer les murs, chaque son dans la rue me faisant sursauter. Elle est arrivée vers 3 heures du matin. La porte ne s'est pas ouverte violemment. Juste un clic doux, suivi du silence de ses pas sur le tapis persan. Elle est entrée dans le salon, une silhouette dans l'obscurité. Elle n'a pas allumé non plus. On est resté là, 2 ombres dans le silence, pendant une éternité. Puis sa voix, pas brisée, pas en colère, mais froide comme le marbre de la cheminée. « Tu as tout détruit. » Ce n'était pas une question. C'était un constat. J'ai répondu, ma propre voix rauque, à force de ne pas avoir parlé. « Non. J'ai juste allumé la lumière. C'est vous qui avez tout construit sur un mensonge. » Elle a eu un petit rire, un son sec, sans aucune joie. Le mensonge. Tu parles du mensonge comme si tu connaissais la vérité. Tu n'es qu'une enfant qui a trouvé une vieille histoire dans une boîte et qui a décidé de tout brûler parce qu'on ne l'a pas invitée à souper. C'est là qu'elle a fait son erreur. Elle pensait encore que c'était une question d'ego, une blessure d'enfant. Elle ne comprenait pas que ce n'était plus à propos de moi. J'ai sorti de ma poche le seul objet que j'avais gardé du saccage de mon appartement. Le lys blanc, maintenant fané et jauni. Je l'ai déposé sur la petite table entre nous. Ça, ce n'est pas une vieille histoire. Ça, c'est toi, la semaine dernière. Ça, c'est toi qui essaies de m'effacer avec de l'eau de Javel. Pour la première fois, j'ai vu sa silhouette tressaillir. Le masque de contrôle s'est fissuré. Elle a compris que je savais. Que ce n'était pas juste une vengeance pour le passé, mais une réponse à sa propre attaque. Elle a compris que j'avais vu son vrai visage. Celui de la femme qui détruit silencieusement tout ce qui menace son monde parfait. « Tu crois que ça change quoi que ce soit ?» a-t-elle sifflé, sa voix perdant de son calme. « Tu as fait ton petit spectacle. Demain, tout le monde aura oublié. L'argent peut acheter beaucoup de silence, et c'est là que j'ai abattu ma dernière carte. La vraie. La vengeance de l'archiviste. Ce n'est pas un spectacle, maman. C'est un document. J'ai écrit toute l'histoire. Tout. La trahison de grand-père, la note de suicide, le gala, la destruction de mon appartement, tes dons secrets pour laver ta conscience. Chaque preuve, chaque date, chaque photo. C'est un dossier complet, déposé chez un avocat. Un dossier qui ne sera pas rendu public maintenant. Non. Il sera publié à ta mort. Comme ta biographie officielle. Ton héritage. La seule histoire de toi qui restera. Le silence qui a suivi était plus profond que celui de la mort. J'ai vu sa main, posée sur le dossier du divan, se mettre à trembler. Elle a compris. Je ne l'avais pas juste exposée. Je l'avais piégée pour l'éternité. Elle pouvait passer le reste de sa vie à essayer de reconstruire son image, de faire des dons, de sourire aux caméras,
Mais elle saurait toujours que je détenais le point final de son histoire, que son épitaphe serait la vérité. Je lui avais enlevé la seule chose qui comptait vraiment pour elle, le contrôle de sa propre narration. Elle était condamnée à vivre le reste de sa vie dans le silence, sachant que le moindre faux pas, la moindre menace contre moi, ne ferait que renforcer la crédibilité du document qui attendait patiemment, dans le noir, comme une bombe à retardement. Elle s'est effondrée. Pas en pleurs. Non, c'était un effondrement intérieur. J'ai vu ses épaules s'affaisser, sa posture parfaite se briser. La matriarche de porcelaine venait de se fendre en 1000 morceaux. Elle a porté une main à sa bouche, un geste que je ne l'avais jamais vu faire, un geste de vulnérabilité totale. Pour la première fois de ma vie, elle ne savait plus quoi dire. Je l'avais réduite au silence. Le silence qu'elle m'avait imposé pendant des années était maintenant sa propre prison. J'ai regardé la femme brisée devant moi, et je n'ai ressenti ni pitié, ni joie. Juste le vide. Le poids d'une justice rendue, mais qui ne pourrait jamais guérir les blessures. Je me suis levée, mes jambes tremblant un peu. J'ai laissé le lys fané sur la table, un monument à notre guerre silencieuse. Je suis sortie du salon, je suis sortie de cette maison, et je n'ai pas regardé en arrière. En marchant dans la rue déserte, alors que le ciel commençait à pâlir à l'est, j'ai pris une grande respiration. L'air était froid, mais il me semblait pur pour la première fois depuis des années. La vengeance n'avait pas le goût sucré que les gens imaginent. Elle avait le goût de la cendre. Mais en dessous, il y avait autre chose. La sensation d'une page tournée, d'un dossier enfin classé. J'avais restauré la vérité. J'avais redonné un nom à un fantôme et j'avais réduit une reine au silence. Mon travail était terminé. En rentrant chez moi, dans l'air gris du petit matin, le monde semblait différent. La rage qui m'avait servi de carburant pendant des semaines, cette flamme froide et dure qui m'avait tenue droite, s'était éteinte. Il ne restait que des cendres et un vide immense. J'avais gagné. J'avais détruit Hélène avec ses propres armes, le silence et le contrôle de l'histoire. Mais en regardant les lumières de la ville s'éteindre une à une, je n'ai ressenti aucun triomphe. Juste le poids écrasant de ce que j'avais fait. J'ai marché pendant des heures, une étrangère dans ma propre ville, une archiviste qui venait de classer son propre dossier familial dans la section des tragédies. La vérité, c'est que la vengeance a un prix, et ce prix, c'est tout ce qui reste. J'ai perdu mon frère. Antoine ne m'appellera plus jamais pour me dire des banalités. Il a vu la vérité dans ma main, et il a quand même choisi de rester le gardien du mensonge. J'ai perdu mon père, un homme faible que j'aimais malgré tout, qui passera le reste de sa vie emprisonné dans le silence glacial de sa femme brisée. J'ai scié la branche sur laquelle j'étais assise. J'ai gagné une guerre, mais je me retrouve seule sur le champ de bataille, entourée des fantômes de ceux que j'ai aimés, ou du moins de ceux que j'ai essayé d'aimer. Aujourd'hui, mon appartement n'est plus en désordre. Il est propre, stérile, silencieux. Sur le mur de mon bureau, il y a la photo restaurée de mon grand-père et de son partenaire, enfin réunis. J'ai rendu son nom à un fantôme, mais j'ai fait de moi un fantôme dans ma propre histoire. Je suis devenue l'indésirable, pour de vrai cette fois, et pour toujours. Je ne regrette pas d'avoir révélé la vérité. C'était la seule chose juste à faire. Mais la justice ne guérit pas les blessures, elle ne fait que les cautériser, laissant une cicatrice laide et permanente. La vengeance, ça n'a pas le goût de la victoire. Ça a le goût du silence. Et pour la première fois de ma vie, ce silence est entièrement à moi. En rentrant chez moi, dans l'air gris du petit matin, le monde semblait différent. La rage qui m'avait servi de carburant pendant des semaines, cette flamme froide et dure qui m'avait tenue droite, s'était éteinte. Il ne restait que des cendres et un vide immense. J'avais gagné. J'avais détruit Hélène avec ses propres armes, le silence et le contrôle de l'histoire. Mais en regardant les lumières de la ville s'éteindre une à une, je n'ai ressenti aucun triomphe, juste le poids écrasant de ce que j'avais fait. J'ai marché pendant des heures, une étrangère dans ma propre ville, une archiviste qui venait de classer son propre dossier familial dans la section des tragédies. La vérité, c'est que la vengeance a un prix, et ce prix, c'est tout ce qui reste. J'ai perdu mon frère. Antoine ne m'appellera plus jamais pour me dire des banalités. Il a vu la vérité dans ma main, et il a quand même choisi de rester le gardien du mensonge. J'ai perdu mon père, un homme faible que j'aimais malgré tout, qui passera le reste de sa vie emprisonné dans le silence glacial de sa femme brisée. J'ai scié la branche sur laquelle j'étais assise. J'ai gagné une guerre, mais je me retrouve seule sur le champ de bataille,
entourée des fantômes de ceux que j'ai aimés, ou du moins, de ceux que j'ai essayé d'aimer. Aujourd'hui, mon appartement n'est plus en désordre. Il est propre, stérile, silencieux. Sur le mur de mon bureau, il y a la photo restaurée de mon grand-père et de son partenaire, enfin réunis. J'ai rendu son nom à un fantôme, mais j'ai fait de moi un fantôme dans ma propre histoire. Je suis devenue l'indésirable, pour de vrai cette fois, et pour toujours. Je ne regrette pas d'avoir révélé la vérité. C'était la seule chose juste à faire. Mais la justice ne guérit pas les blessures, elle ne fait que les cautériser, laissant une cicatrice laide et permanente. La vengeance, ça n'a pas le goût de la victoire. Ça a le goût du silence. Et pour la première fois de ma vie, ce silence est entièrement à moi.